Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous pour cette interview. On regrette très sincèrement votre présence pour cette cérémonie du Grand Prix de l'Assemblée Générale qui se réunit pour la 11e fois. Donc je propose de vous poser quelques questions et puis ensuite d'adresser un mot aux lauréats. Alors, suite aux controverses sur la rémunération des dirigeants et au rejet inédit de la première résolution du CNP, la Commission des lois a déposé un amendement avec le soutien du gouvernement pour rendre ce vote à la fois contraignant et ex-ante, ce qui mécaniquement va renforcer le pouvoir de l'Assemblée générale vis-à-vis du Conseil d'administration. Alors, jusqu'où, selon vous, l'équilibre des pouvoirs entre l'Assemblée générale et le Conseil d'administration devrait évoluer et à quel horizon? Ce sont des sujets qui sont toujours sensibles et bien souvent des mauvais sujets de controverse. Et donc il est important de trouver la bonne régulation sur ces sujets de rémunération. Ce sont des sujets d'actionnaires. Et en même temps, il faut articuler le droit des actionnaires, les intérêts sociaux de l'entreprise, parfois les marchés pertinents des managers ou des talents de l'entreprise qui supposent d'être dans une compétition internationale avec quelques profils qu'on veut recruter et donc parfois en effet atteindre des salaires très élevés. Et puis le sentiment de décence publique, comme disait Orwell, qui consiste à rendre explicable à nos concitoyens ces rémunérations. Ce sont ces différents objectifs qu'il faut articuler. Le choix qui a été fait par le gouvernement en 2013, ça a été de ne pas légiférer sur la problématique des salaires, mais de confier en effet ce point à la gouvernance d'entreprise, le code AFEP-MEDEF, et donc de définir une règle, le say on pay, c'est-à-dire un vote indicatif a posteriori. Vous l'avez souligné, pour Renault, il y a eu un vote négatif. Cela a créé de la tension, parce que les gens ne comprennent pas à ce moment-là pourquoi ce vote n'entraîne pas de conséquences. La haute autorité en charge de la gouvernance des entreprises, au Conseil de la gouvernance des entreprises, pardon, s'est exprimée sur ce point d'ailleurs et a écrit une lettre assez sévère à Renault pour se conformer au vote des actionnaires. Mais on voit bien qu'il faut ajuster aujourd'hui le système. Il faut l'ajuster d'abord en reconfirmant que ça n'est pas à la loi de fixer un plafond en multiple du SMIC ou en montant absolu de rémunération, parce que ça ne serait pas conforme à un bon fonctionnement de notre économie dans un monde ouvert. Deuxième point, qui consiste à dire il faut évidemment que le Conseil garde ses compétences en termes de recrutement, en termes de notation, ses compétences de base en termes de rémunération, mais il est important qu'on puisse bien conforter et préciser le rôle que les actionnaires ont à jouer. C'est ce troisième élément que les modifications législatives sont venues porter. Elles me semblent en ligne avec la philosophie qui est la nôtre depuis le début. En faisant quoi? D'abord en disant, comme la directive européenne le prévoit, eh bien c'est à l'Assemblée générale des actionnaires de fixer en quelque sorte la politique de rémunération, le cadre. Elle délègue ensuite son application au Conseil, mais c'est elle qui fixe le cadre de manière régulière, au plus tous les 5 ans, tous les 3 ans, ça doit être pluriannuel. Moi je pense que ce n'est pas une bonne idée que ce soit tous les ans, sinon ça crée trop d'instabilité. Mais il faut que tous les 3 à 5 ans, l'Assemblée générale définisse une politique dans le cadre de laquelle le Conseil vient exercer ses compétences. Et puis, la deuxième chose, c'est de dire quand il y a une expression de l'Assemblée générale des actionnaires qui ne vient pas confirmer la pratique du Conseil sur un cas précis, et donc ça c'est l'équivalent du say on pay, il faut que ça ait une conséquence plus concrète, et donc qu'on demande au Conseil eh bien, de reconvoquer dans ces cas-là une AG pour resoumettre des décisions de rémunération qui soient conformes à ce que l'Assemblée a voulu. Ce qui exerce une pression sur le Conseil pour s'assurer justement d'avoir un vote majoritaire à l'Assemblée générale, parce qu'on le sait, c'est assez lourd et coûteux de reconvoquer une Assemblée générale. Et je pense que si on a ces deux éléments, on donne vraiment, je pense, une visibilité, des garanties pour que les actionnaires puissent exprimer leur volonté, leur vision des choses, leur pouvoir, et rééquilibrer aussi le pouvoir au sein de l'entreprise entre les dirigeants et les actionnaires, ce qui, je crois, est sain. Alors, sur un tout autre sujet, les investisseurs institutionnels internationaux semblent avoir pris la mesure de l'impact matériel des enjeux climatiques sur la performance économique et financière et attendent de plus en plus les entreprises sur ce thème-là. Et si les conseils d'Exxon et de Chevron ont refusé de soutenir les résolutions qui ont été déposées sur ce thème à leur Assemblée générale, Total, à l'inverse, a produit un document, Intégrer le climat à notre stratégie, en réponse à une coalition d'investisseurs. Donc j'ai envie de vous demander s'il est pertinent d'aborder les enjeux climatiques en Assemblée générale
Et puis de façon plus générale, quel est le lien que vous établissez entre les performances environnementales, économiques et financières? Écoutez, je pense que c'est très pertinent et que Total a eu raison en effet de préempter ce sujet et d'avoir une communication financière active sur ce volet. D'abord parce que pour Total, c'est aussi en quelque sorte le cœur même de sa stratégie et la soutenabilité de celle-ci qui est en question. Et donc ils ont eu raison de le préempter, de voir loin. Plus largement, je pense aujourd'hui que la responsabilité sociale et environnementale, ça doit être au cœur de l'entreprise. Ça n'est pas simplement un document annexe qu'on fait de manière formelle parce qu'on l'a demandé et que des textes l'ont prévu. C'est au cœur de l'entreprise pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes dans une société des risques, nous tous. Et les entreprises sont des acteurs majeurs de cette société. La société des risques, elle a une réponse, c'est la société des responsabilités. Et donc toutes les externalités aux entreprises, elles doivent aujourd'hui progressivement réintégrer les grands choix, les grands déterminants de l'entreprise pour qu'elles puissent agir en conformité. Elles sont inscrites dans un écosystème. Ce n'est pas les gouvernements qui peuvent seuls le régler et donc elles doivent participer de celui-ci et montrer comment, dans leur comportement, dans leur choix d'investissement, dans leur politique, dans leur stratégie, elles répondent de manière concrète à ces objectifs sociaux et environnementaux. Et je crois que c'est véritablement leur intérêt, pour le court terme et pour le long terme. Pour le court terme parce qu'on l'observe souvent, la performance économique n'est pas contraire à la performance sociale et environnementale. Bien au contraire. Quand des entreprises ont su justement préempter ces sujets, ont su valoriser des actions concrètes en matière sociale et environnementale, on travaille mieux, le cadre de travail est véritablement amélioré, le dialogue social est meilleur et la responsabilité collective sur des grands sujets est meilleure. On change le modèle productif, parfois la logistique, on lui donne plus de sens et on produit mieux. On est souvent plus productif, plus compétitif, et donc c'est aussi bon pour la performance économique. Et il ne faut plus opposer ces deux concepts, il faut au contraire les articuler et montrer que c'est positif. Ensuite, à court terme aussi, pour l'entreprise, en particulier les entreprises qui ont des clients finaux très sensibles à ces sujets, c'est un argument de différenciation. Beaucoup d'entreprises ont été exemplaires en la matière, de Danone à Schneider, en passant par plusieurs autres, je pense aux entreprises françaises, et ont montré qu'elles pouvaient différencier leur offre par justement l'intégration de ces questions. Puis c'est une bonne chose pour le long terme parce que c'est la viabilité même, la soutenabilité en quelque sorte de leur stratégie, de leur business model. Si on ne prend pas en compte les éléments de responsabilité sociale et environnementale, à un moment donné, le cadre de régulation vient vous le rappeler. Et donc à un moment donné, vous venez percuter l'intérêt collectif et ça ne dure jamais très longtemps. Et aujourd'hui, ces sujets sont extrêmement sensibles. Ils sont défendus par les gouvernements au niveau global, au niveau européen, au niveau domestique. Ils sont défendus par des ONG, des groupes de pression, aujourd'hui les syndicats. Et donc on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc quand les entreprises n'intègrent pas ces sujets, elles ont bien souvent une stratégie qui n'est pas une stratégie de long terme. Et c'est pourquoi sur ces sujets, on avance aussi en modifiant le cadre. Et moi, ma vision sur cet aspect des choses, c'est que pour aider les entreprises justement à intégrer et à avoir des débats constructifs en assemblée générale, avoir des stratégies plus robustes en la matière, il faut préciser le cadre normatif, lui donner une vraie stabilité au niveau français et au niveau européen, et un temps d'adaptation. Et à ce titre, ce qui a été fait dans la loi de transition énergétique, c'est-à-dire de demander plus justement d'informations en matière de transition énergétique, de demander en même temps aux investisseurs comment ils intègrent ces critères et de créer de la transparence sur ce sujet, et puis de laisser un temps d'adaptation, c'est, je pense, vraiment la bonne méthode. Alors une dernière question, lorsque vous interpellez les dirigeants et que vous leur dites privilégier l'investissement, l'emploi-formation au détriment du salaire et des dividendes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de les mettre en risque finalement sur le court terme vis-à-vis de leurs actionnaires ou vis-à-vis de leurs salariés dans un contexte ultra compétitif à l'échelle mondiale? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, en quelque sorte, si on voulait avoir l'esprit paradoxal, je dirais que je ne dis pas autre chose que la lettre adressée à nombre de CLPs et investisseurs par le dirigeant de BlackRock. Je vous invite à lire ce texte qui a été fait il y a quelques mois, qui justement privilégie l'investissement, leur dit qu'il faut avoir une approche de long terme et que le bon investissement est un investissement qui est rentable dans le long terme. Et il faut parfois
accepter à court terme de ne pas prendre les mesures que vos stakeholders, pour parler en bon français, vous imposent de prendre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Une entreprise, quand elle se développe, quand elle a une stratégie à long terme, eh bien oui, elle doit savoir parfois privilégier l'investissement en capital productif et l'investissement en capital humain sur des logiques plus court-termistes parfois. Et le compromis français, il s'est fait en faveur du salaire et du dividende ces dernières années. Pour une explication simple, c'est notre écosystème. Les grands groupes ont eu plutôt des compromis salariaux généreux et ils ont tiré le reste branche par branche et ils ont eu une augmentation salariale nettement supérieure à ce qu'on a pu voir en Allemagne, même dans les années de crise. Et nous avons une base actionnariale qui est majoritairement anglo-saxonne et qui a été plus exigeante en termes de versement de dividendes que, par exemple, certains actionnaires familiaux qui, en Allemagne, au moment de la crise, ont renoncé aux dividendes plus fortement que d'autres. Il ne s'agit pas de créer des alternatives factices. Il faudra toujours rémunérer l'ensemble des facteurs de production. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'au fond, on a 3 éléments qui doivent être servis par une entreprise et qui constituent son intérêt social. Rémunérer de manière juste et équitable les salariés qui font l'entreprise et permettent de développer son activité. C'est le salaire et c'est la dynamique salariale. Et là, il faut qu'elle soit corrélée à la productivité. Quand on a une productivité qui n'augmente plus ou qui stagne, ça n'est jamais bon à moyen long terme d'avoir une dynamique salariale forte. Et c'est là où il faut un compromis salarial cohérent. Il ne s'agit pas non plus de sous-payer les gens ou quand l'entreprise a des vraies performances, de ne pas leur faire partager celles-ci. C'est d'ailleurs à ce titre que je défends aussi fortement l'intéressement et la participation comme étant très pertinents en la matière. Le deuxième volet, c'est évidemment la rémunération des actionnaires, ce qui est une nécessité pour continuer à vous développer et continuer à attirer de nouveaux actionnaires, vous accompagner dans votre croissance. Mais là aussi, il faut que les actionnaires prennent en compte la stratégie de long terme de l'entreprise et n'aient pas qu'une approche court-termiste de maximisation des dividendes. Le dividende, il est nécessaire, il est légitime, c'est la rémunération du facteur capital, mais il ne faut pas qu'il vienne en quelque sorte comme l'objectif premier. Parce que le troisième volet, c'est l'investissement. C'est l'investissement dans l'emploi, et donc réussir à faire progresser l'entreprise, l'investissement dans la formation de vos salariés pour accompagner les transformations en cours, l'investissement dans le capital productif, et donc l'équipement, la modernisation, et en particulier aujourd'hui avec l'industrie du futur, la transformation du capital productif de l'entreprise. Et puis c'est aussi l'investissement sur le long terme, comme nous l'avons évoqué, en matière sociale, environnementale. Et si vous oubliez ou si vous sacrifiez constamment ce troisième volet, eh bien vous ne construisez pas votre futur. Et donc vous vous mettez en situation de fragiliser, au fond, la vie de tous les autres. Une entreprise qui favorise uniquement les salaires et le dividende, eh bien elle ne fait peut-être pas les investissements qui lui permettront de traverser la prochaine crise, de se moderniser, d'être en situation justement de faire face à la concurrence de nouveaux entrants, à des disruptions dans son marché. Une entreprise qui n'investit pas dans son capital humain a les mêmes risques. Une entreprise qui n'investit pas justement dans la transformation de son écosystème sur le plan social et environnemental, elle prend le risque à un moment donné, immanquablement, d'avoir des régulations qui seront pour elle intenables. Et donc il faut que, en quelque sorte, ces 3 éléments de distribution soient équilibrés. C'est la condition, à mes yeux, d'une stratégie de long terme des entreprises. C'est pourquoi c'est aussi un bon débat dans les assemblées générales d'actionnaires, un bon débat dans les conseils d'administration. Alors on a 2 lauréats cette année, Edenred et Air Liquide, qui justement investissent de façon équilibrée entre ces 3 éléments. Est-ce que vous auriez envie de leur adresser un message plus particulier? Écoutez, d'abord un message évidemment de félicitations. Je pense que c'est extrêmement important de valoriser les bons exemples et de les mettre en avant, d'expliquer pourquoi. Et je crois beaucoup à cette logique de la valorisation des bonnes pratiques. Donc bravo aux 2 lauréats de cette année pour cela. Et puis je trouve que c'est en plus un beau message d'avoir 2 lauréats si différents, un groupe de services, un groupe industriel, un nouveau venu en quelque sorte, même si c'était une émanation d'un groupe un peu plus ancien, avec Edenred qui s'est formidablement développé, était une pépite au sein d'Accor il y a encore quelques années, et une grande entreprise industrielle qui fait partie du patrimoine français
et dont on connaît la tradition actionnariale et la forte base en particulier d'actionnariat français qui est Air Liquide. Donc bravo à ces deux entreprises très différentes mais qui montrent que nous avons un actionnariat et une démocratie actionnariale extrêmement vivace en France et bravo à vous de célébrer cela. Et je regrette pour ma part de ne pas être physiquement avec vous, mais au moins avons-nous pu avoir cet échange qui rattrape un peu. Rattrape un petit peu. Merci beaucoup, Merci Monsieur à vous. le ministre, pour votre contribution. Et je crois qu'effectivement, les lauréats et le public ici présent sera très touché de cette implication. Merci et bravo à toutes et on tous. espère beaucoup vous avoir l'an prochain. Merci à vous.